My name is Buck, and I'm here to fuck. Your mother had it coming. 日本刀が必要で。Plan A taught you the 5-point palm exploding heart technique. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. Bonjour et bienvenue dans Saga, le podcast qui parle de cinéma et de ses suites. Je suis Noah et je suis aujourd'hui en compagnie de Axel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Kill Bill, deux films qui nous donnent 4h07 de visionnage, film au pluriel de Quentin Tarantino. Donc on va peut-être commencer par parler brièvement de Quentin Tarantino, je pense que vous le connaissez quand même. Il s'est intéressé au cinéma et il a abandonné ses études assez vite pour travailler. Il a notamment été projectionniste dans un cinéma porno à l'âge de 15 ans, donc c'est un bon début de carrière. Ouais, il commence bien. Il s'est fait connaître dans les années 90 avec deux gros films, Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Et Pulp Fiction qui a gagné quand même la Palme d'Or à Cannes, donc c'est pas rien. Et en 97, il a sorti Jackie Brown, un film un peu moins connu, mais Super bien. Ouais, je suis moins fan de Jackie Brown, mais c'est un avis personnel. Bah, Michael Keaton, quoi, déjà. D'accord. Donc, on arrive au début des années 2000. On va parler un peu de la genèse donc, de Kill Bill. Sur le tournage de Pulp Fiction, les deux, Uma Thurman et Quentin Tarantino, évoquent un projet de film de vengeance inspiré du western spaghetti, des films de kung-fu et des films de sabre japonais. Uma Thurman y est pour beaucoup aussi dans la création de ce projet, et c'est pour ça qu'au début de Kill Bill, il me semble qu'il y a la pancarte qui dit sur une idée originale de Q et U, parce que Quentin et Uma. C'est en 2002 que démarre le tournage, puisque Uma Thurman étant enceinte, ils n'ont pas pu le tourner avant. Malgré, on verra, les pressions d'une certaine boîte de production. Et donc, Kill Bill, qui a été initialement pensé comme un film en une seule partie et qui au final a été divisé en deux, parce que sinon ça faisait un film trop long, quoi. Mais qui a été pensé comme un seul film, et on verra qu'il a été tourné comme un seul film. C'était un seul tournage. Donc on peut commencer par parler de Kill Bill 1. Je t'en prie. Alors, Kill Bill Volume 1, film américain d'action avec un scénario original de Quentin Tarantino et du coup sur l'idée de Uma Thurman. C'est un film de 111 minutes avec Uma Thurman, Lucy Liu et Daryl Hannah. Ouais. Tu confirmes. Ouais, c'est bien de confirmer. Moi, je suis assez d'accord avec ce Au que cas tu où. dis pour l'instant. Donc, Kill Bill, c'est un film très connu. Non, mais. Oui, bien sûr. Non, mais dans la très culture connu. pop, ouais. Oui, non, Il y a mais un voilà. impact. Non, mais déjà, Tarantino, c'est un point central maintenant de la pop culture. Et Kill Bill est vraiment un bon exemple, et c'est ce qu'on va expliquer un peu tout au long de cet épisode. Kill Bill, c'est vraiment des bons exemples du cinéma de Tarantino et de ce qui fait le cinéma de Tarantino notamment. Déjà, Tarantino il joue pas mal avec déjà ce noir et blanc, tout l'aspect visuel, et aussi la narration. Juste, je voudrais parler du premier plan du film parce que j'avais oublié. En fait, je trouve que, enfin, je le connaissais, je savais pas que c'était le premier plan de ce film. Le plan du film qui revient d'ailleurs dans le deuxième film. D'accord. Au début du deuxième film, c'est le même premier plan. Ah ouais. Ouais. Ah oui, oui. Intéressant parce que du coup, il va revenir sur l'histoire. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Comment, quoi. Oui, c'est ça, avec cette narration en termes de chapitres, parce qu'il préfère parler de chapitres que de flashbacks, et du coup, une histoire qui est, parce que Kill Bill en soi, bon, après, on a des flashbacks donc sur la vie du personnage d'Uma Thurman avant. Mais sinon, ça reste une construction qui est de base assez linéaire, avec 5, on peut dire, boss final à combattre, Ouais. et
on va de l'un à l'autre, et comme ça, en faisant notre passage par tiens, il faut aller acheter un sabre. Mais ce qui est une construction de base assez simple, mais vraiment ce côté chapitre et on raye un nom de la liste et on va raconter comment ça s'est passé avant, enfin ce qui s'est passé avant dans sa vie, c'est vraiment très intéressant et c'est propre à Tarantino et ça a été repris pas mal après, enfin le style de Tarantino. On peut parler sur le premier aussi donc du mélange de styles. Il joue donc avec ses codes du noir et blanc, notamment pendant la scène, la fameuse scène d'action avec ils sont 88. Ils sont 88, en fait ils étaient pas vraiment 88 apparemment. Ah oui, il y en C'est a le nom beaucoup qui se donne. il y en a beaucoup qui reviennent, c'est ça? Ils sont, Ouais, oui, c'est ça, il y en a moins, En ils fait, sont moins que c'est le nom 88, qui se ouais. donne pour un peu Oui. voilà, mais ils sont pas vraiment 88, mais Ouais. bon, ça c'est juste une petite anecdote. Mais oui, Ouais. ouais, c'est une scène assez impressionnante, mais justement ce noir et blanc il déréalise complètement la scène Ouais, et il donne vraiment au film une esthétique presque poétique du sang qui n'est plus vraiment ouais, plus du sang parce qu'il y en a Ouais. tellement qui giclent partout et des effets tellement incroyables et Bien presque sûr. réels qu'il y a vraiment, enfin tout est centré sur l'action et ce qu'elle apporte aux yeux des spectateurs plutôt que sur vraiment ses conséquences Ouais. dans le film quoi. Et c'est vraiment une scène très très belle. Et d'ailleurs, ce noir et blanc qui est en même temps, en plus de donc jouer entre, donc, comme tu disais, qui est aussi une référence un peu à, je me rappelle plus l'équivalent du nom, je le retrouve plus, de l'équivalent du CSA en fait aux Ah, aux États-Unis, États-Unis. enfin Bah, il y a le donc rating. de l'institution, ouais, mais c'est genre MPAA ou un Ah, truc je comme sais ça. pas. D'accord. ok. Mais Ah qui est oui, l'institution en fait qui qui détermine la violence. ouais, voilà, et en fait, Tarantino, il sert du noir et blanc, notamment dans cette scène, ce qui est un peu, en plus, ridicule, enfin, qui est pas ridicule, mais qui joue avec cette idée de violence et tout, parce qu'en fait, dans les années 70-80, à la télévision, les films de kung-fu, enfin, et les films en règle générale, on les transformait en noir et blanc, pour convenir aux règles, pour pas qu'il y ait le rouge du sang à la télévision. Et souvent, ces films qui étaient en couleur à l'origine étaient vraiment genre mis en noir et blanc pour être diffusés à la télé, parce que voilà, c'est le MPAA. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi c'est l'anagramme, mais pour en fait pouvoir diffuser des films violents à la télévision, parce que sinon c'était Et là du coup ça aurait été un choix de Tarantino voilà, c'est pour faire un hommage à ça. Ouais, et c'est c'est pas un genre. hommage que Et vraiment. puis, un parce qu'en même choix, temps, t'as. Voilà. Et puis, ouais, c'est un hommage. En même temps, c'est vraiment une volonté artistique, je pense. Et en plus de ça, c'est vraiment un contraste parce que tu vois quand même le sang qui gicle. Et, enfin, Tarantino est connu pour ça, pour l'ultra-violence, mais c'est tellement ridicule à quel point ça gicle que. 500 litres de faux sang. Oui, 500 litres, voilà. Ouais, on a le même. Un bon semi, quoi. Un bon semi. Ouais. Tarantino est assez. Bon, il y a certaines critiques qui lui reprochent ça, et pourtant. Mais c'était peut-être une réponse d'ailleurs à cette critique, le choix du noir et blanc. Peut-être il a dit ouais, vous voyez, je vais foutre un noir et blanc exprès. Enfin, je t'avoue que je sais pas. Non, c'est mais dans l'ensemble de peut-être sa carrière qu'on lui reproche ça, donc c'est possible que déjà. À ce moment-là, le mec dit ouais, vous m'emmerdez avec ça. Et... Ouais, mais c'est sûr. Ouais, c'est possible. Là, je sais pas, j'essaye de trouver. Non, mais bien sûr. J'essaye de rentrer dans la psychologie du personnage. Ouais. Personnage de Quentin Tarantino. Oui, pas du film, du coup. Ouais. Oui, donc on peut. Donc ce film qui commence sur donc ce plan aussi en noir et blanc qui est hyper brutal. Il est ouf ce plan de Uma Thurman à terre ensanglantée, noir et blanc, avec le blanc de sa robe de mariée, enfin voilà. Et chose assez forte. Donc oui, en évoquant le noir et blanc, je voulais aussi parler du mélange de styles, parce qu'il y a toute cette phase en fait en animation. On s'y attend pas d'ailleurs, enfin, ça arrive, c'est assez incroyable de rentrer dans un film. Enfin maintenant ça arrive de plus en plus dans les films d'aujourd'hui, mais encore dans les années 2000, je pense que c'est pas. Oui, c'est ça. Niveau, quoi. Ouais, il avait vu ça, il l'a dit dans une interview, mais j'ai oublié le nom du film, mais il l'a vu dans un autre film, quelque chose d'assez similaire, enfin vraiment présenter ce côté violent par l'animation, enfin au sein d'un film qui n'en est pas, et ça lui a vraiment plu, et il a décidé de faire la même chose, et c'est assez
c'est assez intéressant et ça fait lien aussi avec ce côté qu'a Tarantino de référence en fait, Ouais, c'est ça. et c'est un des autres points sur lesquels beaucoup de gens le critiquent, c'est il fait tellement de clins d'œil souvent que certains disent en fait C'est c'est pas juste du facile, quoi. plagiat quoi, Ouais. alors que Alors que non, enfin, enfin, c'est une justement, manière de voir les choses quoi. Mais- ouais, mais je pense que dans le cinéma, de toute manière, il y a forcément des emprunts Ouais, à ce qu'on a vu, à des choses comme ça. Au contraire, je trouve que c'est un peu un génie enfin, d'avoir fait un film qui a son esthétique propre et a vraiment son originalité propre, tout en empruntant à des genres spécifiques. Et mhm. enfin voilà, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt bien réussi, quoi. On ne Ouais. sent pas vraiment le plagiat, ou alors c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez vu de films de sabre, Ouais. peut-être. Mais, Ouais, non, mais je suis assez. Ouais, c'est assez vrai. Non, mais je pense, ouais, il y a aussi un côté de pas, comment dire, pas mentir, quoi, dire, ouais, voilà, c'est ce que j'aime, et Mhm. vous venez voir ce film pour ça, quoi. Oui, ouais. Il y a un peu ce côté-là aussi, je pense. Encore une fois, je suis oui. Non, dans mais l'interprétation de ce que Tarantino essaye de Non, de mais faire oui, passer, c'est mais sûr. il y a tout un à truc fait. comme ça. Mais même dans ses dialogues, Tarantino, il est également très connu pour ses dialogues. Et ses Mm. dialogues sont. Il fait que des références genre à la pop culture. On peut parler Ouais. du dialogue dans Pulp Fiction sur le Royal Ah Cheese. oui, le Quarter Pound, là, je sais Le pas quoi. Ouais. Quarter Pound with Cheese. Ouais. Enfin, c'est vraiment plein de. Enfin, vraiment, Même les c'est un élément central de la pop culture et qui, en plus, rien que dans son film, il fait plein de clins d'œil et il a vraiment un style Ouais. qui fait hommage à cette pop culture et il s'en sert. Donc c'est pas tant un plagiat que en fait c'est parce que c'est un amoureux du cinéma, on pourrait Ouais. dire que non mais qui cite autant des choses qui existent déjà et qui joue avec ses codes et Même à la fin de Kill Bill 2, il fait toute une comparaison avec Superman et je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'en souvient bien. Ouais, carrément. Bah, enfin en gros il fait dire à Bill qu'il est un amateur de BD, de comics, etc. Donc il y a toujours D'accord. ces références. Et Ouais, donc il fait toute une réflexion autour de Superman dont le déguisement serait pas en fait le déguisement, mais l'habit initial, enfin l'habit D'accord. dans lequel il est né. Et l'apparence humaine qu'il prend, Ouais. ce serait finalement son déguisement. Et bref, Ouais. il fait une comparaison avec Yuma, du coup. D'accord, Se quand il réparer, essaye. en fait, Ouais. dans le film. Ok. Bref. ouais, c'est D'accord. vrai qu'il y a pas mal de références, même geek. Parce que là, on Ouais, va c'est ça. citer. Parce que par exemple, le film tient sur la vengeance. Et la réplique la vengeance est un plat qui se mange froid, je crois, Oui. c'est ça. C'est un truc qu'il a emprunté de Star Trek 2. Donc, D'accord. Mais Ça vient de Star Trek 2 à la base. Non. oui, non, voilà, mais- c'est une expression qui existe. oui, déjà. qui est avant, mais en gros, c'est un ressort dans Star Ah oui. Trek 2. Et lui D'accord. explique que cette phrase-là, en fait, il l'a choisie par rapport à D'accord. ce film-là et l'importance qu'elle a dans ce film-là. d'accord. Et lui, l'importance qu'il a introduit dans son film, c'est un lien entre. Ah non, je dis pas, ah bah c'est Star Trek 2. Oui, bah, je pense Là- que j'aurais Ah, menti. j'avais- J'aurais menti à beaucoup de monde à ce moment-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des références un peu plus geek Ouais, c'est que ça. pas forcément que bon bah si Star Trek c'est du cinéma, mais Mhm. genre on a testé le western spaghetti, des choses comme ça. Ouais. Il y a des références plus proches de nous, en fait, Mm. historiques quoi, enfin historiques Ouais. entre guillemets, Ouais. dans la temporalité. Bien sûr. Et pour continuer sur ce côté référencé, comme c'est un point central maintenant, le cinéma de Tarantino, de la pop culture et tout ça, on a des références à ça partout. Enfin, tout ce qu'il fait a été un peu repris par la suite. Je pense notamment, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire, mais non, mais j'avais un exemple marquant, mais j'ai plus. Non, mais il y a plein de choses qu'il introduit dans Kill Bill qui vont être repris par la suite à droite à gauche, des idées de plans, les idées de, par exemple, quand au tout début, je crois que c'est quand elle va voir la première, l'as du couteau, des armes blanches, et que genre quand elle se retrouve face à face, il y a le zoom Ah sur oui. Ah oui. ses yeux avec la musique Oui, de oui, l'alarme ouais, là. elle est très, très- Et très ça, je sais pas, parce que c'est peut-être en fait une référence à quelque chose à la Ah, base, peut-être. mais c'est Oui, quelque ça, chose ça que, a été bien repris. oui, c'est quelque chose que
pense avoir vu plein de fois après ailleurs. Non, puis il y a ce côté catalyseur, c'est-à-dire qu'il a pris des trucs qui n'étaient pas forcément connus avant, et lui, bam, il les a élargis, C'est c'est vrai. redevenu un... Il y a un petit peu ce côté catalyseur aussi qui est intéressant Ouais. sur l'ensemble de la saga. Bon, c'est Ouais. pas très au fait que ce soit une saga, mais là, pour le coup, comme on vient en parler, je trouve que c'est Mm. assez intéressant ça, en fait. Mais même justement, Tout à fait. il a remis un peu au bout du jour des. En empruntant justement par exemple au film de Kung Fu, etc. Ouais. Dans les années 2000, il commençait déjà un petit peu à être moins regardé. Ouais. Et que donc même le personnage de Pai Mei, donc l'acteur Gordon Liu, en fait apparemment Tarantino l'a pris parce qu'il était un des plus connus dans le genre des films de Kung Fu, mais que c'était un peu pour le... Enfin, il allait tomber un peu dans l'oubli, c'était un peu un fantôme, un acteur fantôme, et il l'a D'accord. un peu remis au bout du jour comme ça, en lui donnant quand même une place à son film. Et je sais pas, apparemment il y a tout un truc de... justement ces acteurs qui reviennent un peu grâce à ce film, et qui étaient avant dans d'autres films beaucoup plus connus, mais qui le sont moins devenus après, quoi. Ouais, il transforme le has-been en cool, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, Ouais. c'était un peu... c'est plus une sorte de fantôme. Toujours un peu... Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, cet acteur, enfin, ce personnage, Tarantino, au début, voulait, pour s'y jouer avec, du coup, un peu les codes, jouer avec cette idée un peu de film, donc de film un peu asiatique, d'arts martiaux et tout, il voulait le redoubler par-dessus, mais mal le doubler. Un peu comme on pourrait faire dans un aspect parodique. D'accord. Mais d'accord, ouais. Et il voulait redoubler en fait la voix par-dessus, et je crois qu'il hésitait même à le faire lui-même. Au final, c'est quelque chose qu'il a pas fait, mais c'était vraiment un moment, ça a été une hésitation là-dedans. Pour le côté des films d'arts martiaux, il me semble qu'il a fait appel à un spécialiste vraiment de ce type de combat. Donc il a été assisté de Yuen Woo-ping, qui a été chorégraphe et qui est réalisateur deuxième équipe d'ailleurs de Kill Bill, et qui a travaillé donc sur la saga Matrix, et on sait que dans Matrix ça a quand même une importance, les chorégraphies de scènes de combat, mais qui a aussi travaillé notamment sur Tigre et Dragon et sur d'autres ouais, voilà, et il a réalisé plus de 30 longs-métrages qui sont considérés comme des classiques du genre. Donc vraiment, c'est une volonté vraiment de faire, ouais, c'est ça, de prendre quelque chose qui est un peu tombé dans l'oubli et de le remettre au goût du jour et à sa manière, et faire un mélange un peu des genres. Parce que c'est vraiment, Kill Bill, c'est vraiment un mélange des genres quand même. Ouais, il y a un petit côté vulgarisation, même genre, ce qui peut paraître pointu, genre... tel genre de cinéma qui peut paraître pointu, lui il te l'inscrit dans un autre genre avec ses codes, et il y a un petit côté vulgarisation qui est cool en fait. Enfin, moi c'est ce qui m'attire aussi vers son cinéma. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On peut dire aussi qu'il a été tourné, le film, en Chine, au Beijing Film Studio, qui a été créé en 1949 à l'initiative de la femme de Mao. Donc ça, c'est plutôt cool, sympa à savoir. Et que sur le tournage, il y avait donc des techniciens et acteurs, notamment japonais, chinois et anglais. Donc c'était un peu, il y avait énormément de traducteurs parce qu'il fallait coordonner tout ça, et que ça devait pas être simple. Mais ça, c'était pour la petite anecdote. Ouais, bien sûr. On peut parler initialement, pour parler un peu de l'idée de saga, puisque c'est l'idée du podcast. D'ailleurs, quand Tarantino, il envisageait, il voulait faire 2 films, pour faire 2 films, 2 époques, enfin vraiment 2 films différents, mais il n'a pas osé au début en parler au producteur, qui n'est autre que le bon Harvey Weinstein. Est-ce qu'on a le droit de le nommer? Est-ce que c'est pas un peu comme Voldemort? Faudrait pas le dire. Non, parce que ça... de parler de lui, mais... Ouais, mais on pourra dire plus tard que ça a été un connard dans l'histoire, donc c'est pas un souci, quoi. Ouais. Parce que plus tard, quand on reviendra sur lui aussi pour une autre histoire, on voit qu'il a pas été très cool. Et genre sur le... Du coup, ouais. oui. Encore moins, quoi. Je fais un euphémisme. Et donc oui, quand il est allé les rencontrer, à la lecture du script, c'est Harvey Weinstein
on est parvenu à la conclusion que ça pourrait faire 2 films, quoi, au lieu d'un seul. Donc faut quand même le remercier, Donc, parce que sinon on n'aurait pas fait Kill Bill. Donc merci Harvey non, Weinstein. non. Eh. Non, on va quand même pas le remercier, parce que d'accord. Ah non, pas- je pense que juste, il est producteur, il s'est dit, ah, oh, on deux peut films, faire ça 2 fait plus films, d'argent. ça fait plus d'argent qu'un seul. Écoute, moi je suis avocat, je dois défendre tout le monde, Ouais. même les pires. Non, Donc, non. voilà. Non, on fera pas ça là, mais oui, on peut passer un peu sur le deuxième film, du coup. Mhm. Et sachant qu'ici on est deux à pas avoir revu le deuxième film, même si on l'a déjà vu. Tu l'as déjà vu? Ouais, même si l'un de nous deux l'a déjà vu, on peut. Non, mais on parle. Non, en fait, moi j'ai pas mal connaissance du deuxième opus. Mhm. Rien que la fin. Bah, tu vois, Oui. c'est dire à quel point le film est iconique, c'est que sans avoir vu le film, j'ai quand même déjà vu la fin. Ouais. Donc rien que ça, déjà tu dis, bon, bah, c'est hyper iconique, quoi. Ouais. Enfin, et aussi, du coup, c'est intéressant de se dire que c'est un film qui aurait même pas pu être là, quoi. Enfin, à la base, il aurait Ouais. pu ne pas être là, puisqu'il était tourné qu'en un seul. Ouais. Et il y a ça qui est intéressant, je pense Mm. qu'on en reparlera en conclusion. Pour revenir sur ce côté iconique, ce qui est marrant, c'est que je pense Kill Bill, je les avais pas revus depuis. Enfin, j'avais pas revu le premier puisque j'avais pas vu le second, mais j'avais pas revu le premier depuis au moins 7 ou 8 ans. Ah oui. Et Tu je l'as me vu tôt rappelais. Ouais, je l'ai vu Ça tôt. t'a pas traumatisé? Non, pas du tout. Et Ah ouais. Attends, je. quel âge? Ouais, non. Non, ça a été quand même. Non, mais vraiment, je me rappelais du premier, genre plan, Comme quoi. plan pour plan, quoi. Bah, en fait, Vraiment, c'est les tellement- images sont tellement c'est marquantes. ça, c'est marquant et puis c'est rapide, mais enfin, comment dirais-je, les scènes sont pas rapides. Enfin, tout va super vite, mais en même temps, Mhm. les scènes durent longtemps quand même. Enfin, les Ouais. scènes de combat au restaurant, Oui, elle est longue, même si tout s'enchaîne de manière Ouais. très très rapide, qu'il y a des mouvements partout, des coups Mhm. de sabre, des bruits de je sais pas quoi, d'armes et tout. Bah, ça marque parce que c'est des trucs qui, enfin, ouais, qui quand même prennent pas mal de temps quoi, à se faire. ouais, Donc, ouais. alors que justement sur le 2, il y a moins d'action. Mm. Et donc on a plus tendance à oublier peut-être des détails de dialogue entre des personnages. Et peut-être qu'il est moins marquant dans ce sens, à part quelques épisodes vraiment centraux, Bah, que le premier. ouais, comme ça, quoi. des choses marquantes dans le 2, je me rappelle tout l'aspect quand elle est enfermée sous le. Ah dans- ouais. quand elle est enterrée vivante. Alors Et qu'elle avec avec le- actrice d'ailleurs. Ouais. Top. Alors, et qu'elle doit s'échapper de ce Voilà, c'est bourbier. ça, c'est à part quelques scènes vraiment marquantes. Oui, ouais. Mais dans l'ensemble, Mais bon. je me rappelle quand même assez bien, même du deuxième. Et quand on parlait du coup du fait de redoubler le maître mal, je comprends tout à fait parce que moi, dans ma tête, je sais plus si c'est vraiment le cas, mais l'acteur et enfin, comment il est mis en Ouais. scène, ça fait vraiment truc oui. un peu cliché. Bah, surtout que c'est un peu mal fait parce qu'en fait on voit ses sourcils. Oui, voilà, ouais, Et c'est ça. ça fait vraiment masque, Ouais. déguisement et tout. D'accord. Et c'est sûr que du coup ça fait ça fait rire, ça fait sourire quoi, par rapport un peu au personnage de samouraï qui arrache les yeux de ses élèves quoi. Ouais. Mais ouais, non, franchement ça c'était bien. Et mais par contre oui, on peut vraiment suivre quand même le fil du film en le rapportant au premier, parce que c'est vraiment la suite de la vengeance, c'est la course qui continue, et donc Ouais. je veux dire, c'est assez facile à suivre, c'est finalement assez linéaire, mais on revient quand même sur les motifs des personnages, parce que le premier était un peu incompréhensible. Enfin, en fait, on sait qu'il y a de l'action, Ouais. mais on sait pas vraiment pourquoi ils agissent. Ah oui. On sait pas pourquoi Pourquoi ils décident de se venger. Ouais. On sait pas. Bah, pourquoi elle décide de se Enfin, venger? Si, on non, sait. mais- On sait pas pourquoi eux sont venus. Oui, C'est non, ça que tu veux non, dire? oui, c'est ça. Pardon. Non, t'inquiète. Mais On sait pas pourquoi eux sont venus la tuer comme ça, une femme à son mariage, c'est pas enceinte, cool. ouais, voilà, c'est Ouais. ça. On notera le caméo d'ailleurs de Samuel Ouais. L. Jackson en tant que Ouais, pas mal, le pas mal. joueur d'orgue. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est- c'est vrai. Eh, il a pris son cacheton, c'était Ah pas ouais. mal. Il est reparti. Et donc ouais, on a un peu plus de motifs sur les personnages, on comprend un peu mieux leur histoire, enfin on revient vraiment sur l'histoire passée des acteurs. Donc c'est plus psychologique peut-être. Enfin, je trouve que dans le premier on s'attache peut-être moins au personnage, on Mhm. s'attache moins à l'actrice principale.
qui est entièrement définie par ses actions. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est pertinent, marquant, c'est qu'elle n'a pas de nom. Elle s'appelle La Mariée. Ouais. Et on Ou bip Black son nom. Mamba, et on bip son nom. On bip son nom plusieurs Ouais. fois. On le voit juste. J'ai lu qu'on le voyait juste sur son billet d'avion, je crois, Ah à un ouais. moment. Mais Donc, que faut sinon, faire pause au mais moment, sinon, quoi. je me rappelais plus du tout que son nom était vraiment bipé. Ouais, si. Et je crois que c'est qu'à la toute fin du 2 qu'on l'apprend. Ouais, c'est ça, à un moment, il dit Béatrice, elle était. Ouais. Béatrice. Ah, c'est ça, Béatrice. Mais oui, en fait, voilà, elle a appelé La Mariée ou Black Mamba, donc en fait, elle est vraiment réduite. Dans le premier, elle est vraiment une sorte de stéréotype d'une femme qui a pas de nom, mais qui agit vraiment entièrement en vue d'une action, donc la vengeance. Et c'est un peu pour exacerber justement la cause pour laquelle elle agit en fait. Ouais. Elle agit juste par vengeance parce qu'on a tué son mari, parce qu'on a tué son enfant. Enfin, c'est ce qu'elle C'est croit, en une tout cas, machine, début. quoi. Il y a vraiment ce côté machine. Ouais, c'est ça, on Machine détache à vraiment venger. émotionnellement du personnage. Du coup, dans le 1 en tout cas, et dans le 2, on apprend plein de choses. On apprend en plus sur sa relation avec Bill, on apprend qu'elle a un enfant, enfin voilà, et donc on redécouvre un peu l'actrice, enfin le personnage plutôt. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est ce qui change vraiment entre les deux, je trouve. Ouais, tout à fait. Et on peut parler aussi je pense que c'est un bon moment pour parler du fétichisme des pieds de Tarantino. Tu peux. Parce qu'on a quand même cette scène, mais ça, on revient au premier film, mais comme c'est pensé comme un tout, c'est pas très grave, où elle reste pendant un petit moment à engueuler son gros orteil après avoir été 4 ans dans le coma. Donc ce qui est un peu compréhensible que tu perdes un peu les fonctions de ton corps, mais elle reste pendant, je crois qu'il y a marqué 13 heures plus tard, 13 heures plus tard, et à engueuler ses orteils pour pouvoir marcher, mais avec ce gros plan, vraiment gros plan. Pour ceux qui aiment les pieds, c'est vraiment... non mais Tarantino aime les pieds, on retrouvera ça beaucoup aussi dans le Boulevard de la Mort, le fétichisme des pieds. Et ouais, non, c'est un autre des éléments qui fait vraiment le style de Tarantino, quoi, son identité. Les pieds et puis même le corps de manière générale, puisque tout, même l'entraînement physique auquel ont été soumis les acteurs, parce qu'ils ont été vraiment entraînés par les grands maîtres de Kung Fu, etc. Vraiment, voilà. Et donc il y a cette volonté aussi de rendre la véracité des corps dans l'action en fait. Il y a vraiment une sorte de chorégraphie des corps qui est vraiment très belle aussi. Donc oui, il y a les pieds et puis il y a les corps qui sont un peu plus poétiques quand même. Ouais. Un peu sympa. Mais justement les corps qu'il a parfois tendance aussi à maltraiter, notamment avec l'accident justement de Yuma Thurman, si vous voulez en parler. Tu peux en parler, toi? Moi, je sais pas, vous l'avez vu? Moi, Oui. je l'ai vu. Moi, je l'ai non, vu aussi. j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ça me traumatise. Mais on voit vraiment la pauvre, elle souffre, quoi. Parce qu'elle est dans une bagnole qui est une vieille voiture, et en fait, la voiture encaisse. C'est elle qui encaisse le choc, limite à la place de. Il n'y a pas d'inertie entre elle et la voiture. Et elle a on une voit commotion cérébrale après. Ouais. Et les genoux. Ouais, c'est ça. Non, à vrai dire, moi, j'en sais pas plus, je sais juste que ça a été passé sous silence à l'époque. Voilà, pour les détails, donc cette vidéo, elle est ressortie cette année. Du coup, alors que c'était donc sur le tournage du film en 2002. Déjà avant la scène, c'est Uma Thurman qui disait que ça l'inquiétait un peu de construire une voiture, ça l'inquiétait un peu, elle n'était pas mécanicienne, c'était relou. Donc de conduire une voiture comme ça sur ce terrain qui n'avait pas l'air sûr et qu'elle voulait elle voulait un cascadeur. Et quand Quentin Tarantino l'a persuadée de le faire elle-même, et donc quand elle conduisait la voiture, elle a perdu un peu le contrôle du véhicule et on la voit taper dans un arbre, bien taper dans un arbre. Non, mais donc oui, avec une commotion et ils disent damage knees, donc elle a eu mal je pense qu'elle s'est fait bobo au genou. Je pense que c'est plus que bobo. Je pense que c'est plus que bobo aussi. Ouais. Et après, elle a essayé d'obtenir, elle a essayé pendant des années d'obtenir l'enregistrement. Merci. L'enregistrement auprès donc de la production et tout, mais un certain Harvey Weinstein refusait du coup qu'elle le diffuse, à part si. Ok, ouais, c'est pas grave. À part si... oui, non, mais parce qu'en plus de ça, donc voilà, donc c'est finalement suite à tout le scandale qu'il y a eu autour de Harvey Weinstein qu'elle a pu récupérer
l'extrait et qui lui a été donné par Quentin Tarantino lui-même d'ailleurs, qui a plaidé, Quentin Tarantino il était plutôt pour plaider pour qu'elle récupère. Pour qu'elle le récupère, ouais, pour qu'elle ait on le voit voilà. Parce qu'il arrive, donc après l'accident, il arrive, putain, le mec il est tout pâle, quoi. Ah, c'était son actrice fétiche. Ouais, il sait, mais en même temps, il sait aussi qu'il se met dans la merde, parce que. Bah oui, clairement. Elle avait plutôt prévenu, en faisant ce choix de ne pas vouloir prendre de cascadeur, de vouloir faire vraiment l'authenticité parfaite, bah, ça a aussi des coups, quoi. Moi je suis la caution, j'avoue, moi je suis la caution voiture, il fallait un cascadeur. Non mais clairement, c'était quand tu prends le risque de tuer quelqu'un. C'était couru d'avance, non mais le terrain et tout, t'es pas. Enfin, moi j'aurais pas pris le risque. Mais du coup, elle a réussi à le récupérer, donc à la suite du scandale, sachant qu'elle a été notamment une des victimes un peu de Harvey Weinstein aussi. Donc, ouais, elle fait partie de. Tu sais, il y en a plus d'une, hein, donc. Elle peut être plus ou moins dans son rayon. Ouais, c'est ça, donc voilà, et donc voilà, oui, parce que ça a un peu entaché leur amitié, on va dire, aux deux, pendant des années, mais au final, ils sont... quand je dis aux deux, je parle de Quentin Tarantino et Uma Thurman, mais c'était pas clair vu qu'on avait fini sur Harvey Weinstein, mais ils sont réconciliés, et maintenant ils sont en bon terme. Mais même sans ça, il y a beaucoup de noms quand on veut à Quentin Tarantino. J'ai vu un article, il y a beaucoup de fans et tout qui sont très en colère contre Tarantino, quoi. Même si... Avec ça à cause de ça. En partie à cause de ça. Bon, après, il y a d'autres trucs où Tarantino, on sait qu'il prend des positions assez fermes sur certains sujets. Esthétiquement parlant, on peut quand même voir une grosse différence entre les deux, même si on a toujours un peu les mêmes couleurs et quand même les mêmes musiques qui reviennent sans cesse, donc qui montrent une sorte de... Oui, il faut parler de la musique aussi. Ouais. La BO. Mais dans le premier, on est surtout dans une ambiance plutôt japonaise, en tout cas asiatique, de manière générale. Il y a la scène finale, enfin pas finale, mais une des dernières scènes du film, du premier, où elles sont dans le jardin japonais, Orenishi donc est l'actrice principale, et qu'elle se livre à un combat plutôt on peut parler d'un combat à mort notamment. Voilà. Aussi. Oui. Et où on a vraiment cette esthétique vraiment japonaise qui est reprise avec le jardin enneigé, les bruits du coup qui sont vraiment étouffés par la neige, etc. Et il y a justement un gros contraste entre tout le reste du film et cette scène qui vraiment qui marche comme une sorte de parenthèse en fait. Enfin, je trouve. Carrément. Et c'est vrai. parce qu'on a eu des scènes en noir et blanc, on a eu des scènes où il y avait une lumière bleue très présente avec presque des ombres chinoises, etc. Et juste avant la scène du jardin, il y a la scène où finalement le sang explose partout, jaillit de décor, etc. où le rouge est omniprésent. Et d'un coup, on passe au blanc. Donc on passe d'une scène qui est vraiment maculée à une scène immaculée, le blanc vraiment qui représente l'innocence et la pureté, et qui en même temps va être taché par le sang des protagonistes. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Et on a moins ce jeu des couleurs dans le deuxième, qui est plus progressif dans l'action dans le désert. Donc là où on retrouve... le décor type des western spaghetti, même si je veux pas trop m'avancer sur le sujet parce que non mais mais voilà, on a vraiment quand même d'un côté voilà les films un peu plus japonais et de l'autre les films qui renvoient au western, tout à fait, voilà, avec Bud dans sa petite camionnette là, qui vit une vie un peu chelou, voilà. Et puis on peut parler des musiques aussi dans les deux. Ouais, avec notamment, si je ne me trompe pas, mais peut-être que quelqu'un ici représente plus la street que moi, mais une BO de RZA. On ne dit pas RZA, je suis sûr. Le membre du Wu-Tang. Je sais pas si on se dit RZA ou pas. Désolé pour les fans de hip-hop. Je suis en train de réfléchir. Ok. Une BO de RZA qui avait notamment déjà fait la BO de Ghost Dog de Jim Jarmusch, qui est un film que je vous conseille parce que j'aime beaucoup Jim Jarmusch et notamment ce film, mais du coup qui a signé la BO de Kill Bill, et en vrai la BO de Kill Bill elle est quand même assez iconique aussi, et c'est iconique. On parlait notamment du son qu'il y a avec le gros zoom, l'alarme, mais il y a toutes les chansons avant les combats c'est pas une chanson de lui, mais la chanson du début quoi. Oui. Ah oui. Ouais, non mais vraiment, tout. Enfin, c'est vraiment des musiques qui sont percutantes et qui à chaque fois marquent parfaitement, vont vraiment parfaitement avec la scène en question. Ouais. Donc, ouais. Tout à fait. Et
Tu parlais aussi un peu de l'aspect, donc quand tu parlais de l'aspect visuel, moi ce qui m'a aussi marqué sur le premier, mais je pense que on le retrouve forcément dans le côté, les plans du second, c'est cette lumière c'est ce blanc vraiment, ce côté cramé un peu de l'image, parce que sur les blancs, je me rappelle notamment du plan sur la main de Bill, où vraiment il y a sa bague qui est étincelante et vraiment le bord de sa main qui est vraiment tout blanche et qui, Ouais. je sais pas comment dire, qui dégage en fait Surexposé un peu. ouais voilà, qui est vraiment, voilà, c'est le mot, surexposé et qui crée, et il y a ça un peu partout dans le film, vraiment souvent la lumière, enfin des couleurs éclatantes et qui marquent vraiment, et je trouve que ça apporte, enfin dans l'aspect visuel, ça a un rôle assez important aussi. Mais même les musiques parfois remplacent beaucoup les dialogues ou les sons. Enfin, parfois on a vraiment plus l'omniprésence de la musique et on oublie presque que la scène est dotée de personnages qui peuvent parler. Et je trouve que c'est assez bien pensé parce que justement, du coup, les musiques doivent être vraiment, doivent vraiment coller aux scènes pour que ça marche, pour que cet effet, qu'on oublie vraiment à quel point les personnages sont importants, et c'est assez réussi justement pour cette raison, je trouve. Et pour continuer sur la musique aussi, il y a une partie donc de la bande originale qui a été faite par Robert Rodriguez, donc un réalisateur très connu aussi, qui a réalisé notamment Sin City, j'ai plus le nom de l'autre film qu'il a fait, mais bon, enfin il a fait plein d'autres films, et qui est un ami de longue date de Quentin Tarantino, et donc il a fait donc la bande originale aussi de ce film pour $1 symbolique, sûrement, et Quentin Tarantino, plus tard, a dit qu'il le rendrait l'appareil, ce qu'il a fait en réalisant une partie du coup du film Sin City, pour $1 aussi. D'accord. Sur un échange de bons procédés, exactement ça. Entre poteaux, ouais. Faut savoir les échanges. Ouais, ça valait le coup. Pas mal, quoi. Ça valait le coup, franchement. Ouais. On peut parler aussi du fait que Uma Thurman, donc Béatrice dans le film, et enfin la mariée dans le film, et le personnage de Elle Driver, qui est joué par Daryl Hannah, se détestaient plus ou moins, et que ça colle plutôt bien. ouais, ça marche bien du coup, et que du coup ils ont dû les séparer vraiment dans l'hôtel et pour le tournage, ils ont vraiment dû les séparer à chaque fois. Mais il y a une raison, ça, pour... Je sais pas, j'ai pas trouvé pourquoi elles se détestaient, mais vraiment elles avaient pas l'air de s'entendre. Elles avaient pas l'air de s'entendre. Mais il y en a pas une qui est plus réputée diva que l'autre, non? Je sais pas, non. Je sais pas, j'en sais rien du tout. J'espère que c'est pas Daryl Hannah parce que. Bah elle est pas tip top maintenant, elle a mal tourné là. Ah ouais? Oui. Bah ça m'étonne pas, mais elle a fait des trucs vraiment bien dans sa carrière. Je crois qu'elle a beaucoup après fait des films genre un petit peu tu sais, à la genre Planète Terror, des trucs comme ça, un petit peu les films. Ok. J'ai plus le style de film que c'est, mais. Bah un peu le style de Robert Rodriguez, quoi. Ouais, voilà, je crois qu'elle a continué là-dedans. D'accord. Mais je sais pas, on voit pas une plus diva que l'autre, non? Non, j'en sais rien, mais ouais, ils ont dû les séparer pour un peu à Cannes. Enfin, c'était pour éviter. Je crois qu'il n'y a pas d'histoire concrètement de bagarre ou quoi, mais vraiment ils ont fait en sorte de les séparer. Et quand ils ont gagné, parce que Kill Bill 2 a gagné le prix MTV Movie Awards du meilleur combat, et le 1 avait gagné déjà. Et du coup, quand le 2 a gagné, c'est juste Daryl Hannah qui est allé sur scène. Enfin, Uma Thurman, je pense, n'était pas là du tout, mais c'est Daryl Hannah qui avait récupéré le prix, parce que Uma Thurman avait récupéré celui l'année d'avant. Ouais. C'était un bon moyen de les séparer aussi. Et oui, des Daryl, belles amitiés. D'ailleurs, Daryl, c'est une femme, je tiens à le rappeler. Ouais. Et on peut aussi parler de tout l'aspect un peu féministe du film. Féministe. Ouais, voilà, c'est plus, je pense, girl power que féministe. Ouais, parce que féministe, c'est un peu guindé là dans le contexte. Bah, c'est pas le bon terme, juste. Mais plus, girl power, quoi. Les personnages féminins qui, quand on impose, qui prennent un peu, même carrément le pas sur certains personnages masculins. Totalement. Même avec cette scène donc, où on pense qu'elle est morte, genre dans l'église.
et que il y a le shérif qui arrive. Oui, c'est ça, qui dit euh, c'est une belle blonde. Ouais, c'est ça. Il y a toujours, oui, ce stéréotype autour de la belle blonde que. Enfin, quand dans le 2, elle va voir donc le père adoptif en quelque sorte de Bill, parce qu'il n'a jamais eu de père, qui habite je sais pas où, voilà, qu'elle va le voir et qui lui dit ah oui, un jour il avait regardé un film et je sais pas, il suçait son pouce en regardant une blonde et en gros c'est là depuis, enfin c'est à partir de ce moment-là qu'il a su qu'il aimait les blondes. Il y a tout cette critique un peu du fantasme des hommes pour les blondes, enfin pour les femmes en général. Et on retrouve ça dans tout le film, avec même pendant la scène où elle se réveille de son coma, et puis un homme presque l'a violée, elle va le tuer. Enfin, il y a vraiment toute cette dénonciation un peu de la force des hommes qui finalement elle est complètement retournée par la femme qui finalement prend conscience de sa force et arrive à dégager ces hommes une bonne fois pour toutes, quoi. Et elle s'approprie le camion du mec. Ouais, en plus, le Pussy... c'est quoi, comment Pussy Wagon. Pussy Wagon. Elle s'approprie la clé, donc c'est elle maintenant. Ouais. Surtout avec un nom aussi con, quoi. Ouais. Mais du coup, moi je me demande vraiment comment, pendant la première projo, Weinstein il a réagi devant le film. Il a dit dire... en vrai, je sais pas. Il doit avoir un rapport très bizarre aux femmes, c'est sûr. Et quand il a vu un film où c'est des femmes qui sont plus fortes, quelle tronche il a dû tirer, quoi. Ouais, je sais pas. En même temps, c'est... Peut-être qu'il n'avait même pas compris que c'était les femmes qui étaient plus fortes parce que... Parce qu'il y a Bill. Non, mais c'est ça, parce qu'il y a quand même tuer Bill. un chef qui est un peu là avec toutes... Justement, il y a aussi le Bill qui est là, un peu séducteur avec toutes les femmes qui recrutent, et qui sont que des femmes d'ailleurs, il faut quand même le préciser. Bah, il y a... À part Bud, c'est son frère. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Oui, et on peut parler aussi du fait que dans le 1, l'antagoniste principal qui est Oren Ishii, en fait, on a vraiment plus de sympathie pour elle dans le fait que on voit qu'elle a traversé des trucs hyper durs dans sa vie et que c'est ça qui l'a fait un peu devenir comme elle a été. Et quand même son personnage de méchante et tout, il est sympathique dans son côté femme forte et qui a dû combattre pour en arriver là où elle était. Combattre contre les hommes, parce que pareil, encore une fois, c'est les hommes qui ont tué sa famille. On voit que quand elle est nommée, à la direction, t'as l'autre. C'est ça, elle doit s'imposer et encore plus faire ses preuves que. Mais il y a même un truc, une réflexion raciste, une réflexion sur le racisme plutôt. Puisque elle est chinoise, japonaise et américaine. Et donc l'un des dirigeants, la critique là-dessus et elle lui coupe la tête, quoi. Donc il y a vraiment il y a plein de problématiques qui sont quand même soulevées par le film, mais de manière quand même assez légère. C'est pas juste on va parler de racisme, on va parler de féminisme. Non, c'est pas c'est souvent un reproche aussi qu'on fait à Tarantino, le fait que quand il parle de trucs, il en parle visiblement à moitié et qu'il s'engage jamais vraiment dans le truc. Pour le coup, c'est pas dérangeant. Ah oui, non, mais je pense pas ce qu'on lui demande à la base, quoi. C'est jamais trop ce qu'on a attendu. On peut attendu. demander un film qui soit vraiment... mais de lui, c'est pas non, mais dans Kill Bill, oui. Tu vois, si dans Django Unchained, il avait pas dit l'esclavage c'est de la merde. Plus que ça, tu vois, t'aurais pu lui dire mec, un moment. Faut peut-être en parler. Si dans Inglourious Basterds, il avait dit putain, regardez, les nazis sont stylés. Là, t'aurais pu dire, mais je crois que ça lui est quand même reproché son côté. Mais en fait, c'est un lien avec le côté aussi un peu fantaisiste qu'ont ces films dans l'exagération et tout, qui perd un peu le propos. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, quoi. Toujours pour ça, il y a aussi de l'ambiguïté parce que Bill l'appelle tout le temps Kido. Et donc, en même temps, c'est un indice sur son nom de famille, puisqu'elle s'appelle Béatrice Kido. Et en même temps, c'est un peu le rapport bizarre, ambigu entre le père et la fille, alors qu'en vrai, ils sont ensemble, même malsain, le patriarcat. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, c'est un peu cette... non, tu l'as placé... Il y a souvent, d'ailleurs, des scènes en contre-plongée où on voit Uma Thurman, justement, allongée, et puis les hommes, vraiment, au-dessus d'elle, quoi. Il y a plein de scènes comme ça qui percutent quand on pense vraiment au féminisme, quoi. Enfin, est-ce que tu pourrais dire là-dessus, quoi. J'ai trouvé un truc, il y en avait quand même 2 ou 3, donc c'est quand même pas mal dans ce film. Non, mais c'est vrai, mais ça me fait aussi un peu penser, donc tout cet aspect un peu, comment dire, un peu cette, j'ai pas le mot, c'est pas mythique, mais la figure de Bill, du coup, qui est pas nommée, enfin qui est juste nommée justement dans le 1, qui a une place hyper importante et tout. On voit pas sa tête. On voit pas sa tête, c'est placé, en fait, il est placé comme genre
sorte de dieu, quoi. Ouais, c'est ça, un peu au-dessus de tout. Mhm. Et mais c'est plus une critique qu'autre chose, quoi, parce qu'en fin de compte, c'est un peu un naze, Bill, quoi. Ouais, Non, mais en vrai. Il s'appelle Bill, donc Ouais. ça n'a rien d'incroyable. Ouais, non, mais c'est ça, genre. Et le Il- film il s'appelle compte. Il faut tuer Bill. Mais Ouais, surtout, plus ou oui, moins. voilà ça, mais même il y a le jeu avec la sonorité Kill Bill, Ouais. et ça montre que même dans son nom, il y a tout son destin, quoi. Genre, il est vraiment. Elle va le tuer, quoi. Ça, même dans son nom, il est juste quelqu'un qu'elle va tuer. Ouais. Et enfin, pas que quelqu'un qu'elle va tuer, mais voilà. Et non. Donc, c'est pas un personnage. Enfin, en fait, même le fait qu'on le voit pas, dans le premier, ça montre vraiment juste que il y a encore des mystères à découvrir et que. Il reste cette figure un peu dirigeante de tout, etc. Mais qui n'a pas vraiment d'action sur le film, sur les personnages, et qui va en avoir dans le 2, quand là on va voir enfin sa tête. Et parce qu'on va aussi voir aussi sa relation avec Béatrice, justement. Après on peut parler de la scène finale, peut-être. Attends, avant j'ai une anecdote rigolote. Ce qui est que l'île d'Okinawa, donc où la mariée se rend pour récupérer son sabre, le personnage donc de Hanzo, il y tient un restaurant de sushi. Sauf que au Japon, Okinawa, c'est réputé comme le pire endroit du Japon pour manger des sushis. C'est vraiment le pire endroit. Mais là, dans le film, ils font un petit clin d'œil à ça. Et du coup, c'est là que c'est logique pour Tarantino. C'est logique comme décision et c'est bien vu de la part de Tarantino parce que le mec il essaye un peu de s'exclure. Il veut vivre un peu reclus et il a voulu arrêter tout ce qu'il faisait de construire des armes de guerre et tout. Et donc, c'est un beau truc assez cohérent, pas mal. D'ailleurs, dans le film, Bill demande à Béatrice s'il fait toujours d'aussi bons sushis. Elle fait non, quoi. C'est pas son fort. Il est balèze dans plein d'autres trucs, mais les faire sushis. des armes, ça va. Mais alors, les sushis, bof. Vraiment couper pas. le saumon, c'est pas très. Ouais. On peut parler de la scène finale. Quand même. Et même de ce qui amène à la scène finale. Béatrice qui arrive dans l'hôtel, dans la maison où sont Bill et sa fille, avec un pistolet, et finalement il y a cette scène assez perturbante et choquante, pas choquante mais surprenante plutôt. La première chose qu'on voit, c'est sa fille en fait, donc on prend directement que c'est sa fille, et juste à côté il y a Bill, et ils ont des pistolets mais des faux, des pistolets en plastique, donc elle a le pistolet vraiment meurtrier, et eux les pistolets en plastique, et ils font semblant de mourir en fait. Et toute la scène va être portée autour de cette problématique de la vie et de la mort, parce que la petite en fait elle a tué son poisson rouge. Et donc, Bill va dire qu'en fait, c'est là qu'elle a découvert ce que c'était la vie et la mort, etc. Et après, il va dire à sa fille, papa fait pareil avec maman. Top. Yes. Ça, c'est une ambiance, ça. Et en fait, tout va se délier à partir de ce moment-là. Et donc, je trouve ça super bien introduit, en fait, parce que... ça part d'une petite anecdote sur la vie et la mort de la petite qui a mis son poisson par terre et qui est mort. Et finalement, on arrive à un truc beaucoup plus grave. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez invraisemblable parce que la petite elle est là, ok, maman t'as eu mal. Non, franchement, ça passe. Non, mais voilà, et je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire. Enfin, là, c'est que le début, c'est pas la scène finale. Sur la scène finale, pas trop, parce qu'on rappelle que nous n'avons pas revu le film, quoi. Si, du souvenir que j'ai, c'est. C'est vrai que tu te rappelles de la scène finale. Ouais, elle le tue avec. La technique secrète, ouais, ça m'a. Et il n'y a pas de sang, du coup, dans la scène vraiment finale. Juste un peu au bord des lèvres. Ouais, mais il y a très peu de sang. Ce qui contraste avec le reste du film. Voilà. Et c'est d'ailleurs impressionnant avec sa petite technique là. Ouais. Avec ses doigts, et puis après il fait les fameux 5 pas. J'ai bien compté, il y en a vraiment 5. Ouais. Ils sont pas foirés. Je crois que tout le monde a compté Aurore, mais bien joué, tu aurais peut-être pu les avoir là-dessus. Non, mais oui, du coup, il n'y a pas de sang et c'est assez. C'est un peu à l'image du. En fait, il n'y a pas vraiment de réelle confrontation entre les deux, quoi. Il n'y a pas de combat. Si. Il y a un combat. Ouais, il y a totalement un combat, quoi. Ouais, le combat, il est. En fait, à un moment, je sais pas, ça va trop vite pour qu'on saisisse vraiment ce qui se passe. À un moment, elle prend le sabre, parce que du coup, ils ont l'ordre de sabre. Elle prend les sabres et ils commencent à faire un combat de sabre, quoi. Mais ils sont sur des chaises, donc c'est assez. Ça rend tout vraiment presque parodique, encore une fois, parce que vraiment, ils avancent sur les chaises, quoi, en se glissant avec les sabres et tout.
Et juste à un moment où elle arrive à le désarmer, et là, elle fait la fameuse prise. Et voilà, non, puis c'est beau aussi parce qu'elle lui dit je pense que t'es prêt, quoi. T'es prêt à mourir, et t'es prêt à plus être ville, et enfin. Et il y a aussi la persistance, elle va jusqu'au bout alors que c'est le père de sa fille, qu'elle a vu comment il se comporte avec sa fille de manière assez. Enfin, pas terrible, quoi, du coup. Ouais. Et finalement, elle décide quand même de le tuer. Et ça se finit par sa petite fille qui regarde un dessin animé. Donc là encore, ça démythifie complètement la violence du film, puisqu'elle a commencé à regarder un petit dessin animé comme ça, complètement innocent. Et en parallèle, il y a Béatrice qui pleure dans sa salle de bain parce qu'elle a tué. D'accord. Et donc c'est assez beau comme scène de fin, je trouve. Enfin, c'était plutôt réussi, quoi. D'accord. Non, mais... C'est un peu nul de juger ça comme ça. Mais... Non, ouais. C'est une belle manière de conclure ce podcast, je pense. À moins qu'on ait d'autres choses à dire. Ouais, que sont-ils devenus? Ou alors t'avais quelque chose d'important à dire? Non, faudrait qu'on la prépare, le truc, que sont-ils devenus? Bah si, déjà Carradine. Tu sais comment il est mort? Ah, c'est lui qui est mort et qui s'est... Ouais. Putain, je savais pas... Il est mort. Attends, il est mort dans un placard, en train de s'étrangler et de se branler. C'est pas trop fort, ça? Si, non, mais pourquoi je vous ai pas cette histoire? C'est un peu... Ça a dû... On en parle une fois de temps en temps. Non, mais... Parce qu'en fait, j'ai jamais su qui c'était. J'ai pas fait le lien, en fait. Là, j'ai vu Carradine, mais j'avais jamais fait le lien. Il est mort comme ça. Il est mort, mais dans un placard. Je sais pas pourquoi. Ça, tu gardes dans le podcast. Hein, ça, tu gardes dans l'épisode. J'en suis pas certain, tu vois. Il est mort là, récemment? Oh non, ça date. C'est pour ça que... Et je crois même qu'il est mort pendant un... Non, mais d'accord, Uma Thurman est devenue quoi? Elle joue dans d'autres films. Bah non, désolé. Après ça, elle a pas explosé. Enfin... C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai qu'on l'a vu dans... je trouve pas qu'elle est ultra explosée. Non, vrai et en plus, je la confonds toujours avec... Mais elle reste... Nicole Kidman. Toni Collette. Mais si, l'actrice dans... Oui, je vois qui c'est, Toni Collette. Dans... dans Little Miss Sunshine, pas Eternal. Ou dans... Hérédité. Moi, dans Imperium. Ou dans Hérédité. J'ai pas vu Hérédité. Non, mais si, après ça, elle a pas... C'est vrai. Pareil, Madsen... Quentin Tarantino... Ouais, voilà. Non, mais par contre, Tarantino, à contrario, il a continué à grimper... Ouais. Tu vois? J'ai pas vu le dernier, moi, donc je peux pas trop me prononcer. The Hateful Eight. Si, j'ai vu. Ouais, mais... sans même le voir, on sait qu'il a eu une grosse pub, tu vois. Oui, carrément. C'est pour ça, et contrairement, enfin, je veux dire, il n'y a aucun acteur, si Lucy Liu, mais même elle a pas eu une carte. Ils correspondent aussi vraiment à Enfin, je pense que si on les voyait dans d'autres films, même s'ils ont quand même joué dans d'autres films, etc., ça ferait un peu un choc parce qu'ils sont toujours associés à, à cet univers et enfin. C'est dire à quel point il est iconique, quoi. Ah, c'est la meuf de Kill Bill. Bah ouais, c'est ça, enfin, genre dans sa combinaison jaune et tout. Ouais. Je sais qui c'est, quoi. Combinaison jaune qui vient de. La tour Montparnasse infernale. Tout à fait, c'est ça. Non, c'est Bruce Lee. Oui, c'est Bruce Lee dans le film Le Jeu de la mort. Ouais. Qui est le dernier film de Bruce Lee, d'ailleurs. Ouais. Bon, bah, on va se quitter là. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Est-ce qu'il faut que je donne un indice encore? Parce que là, L'arme fatale. Non, c'est pas encore, mais on n'a pas choisi. Non, on pourra choisir. Il y a un taxi dedans. Mais je veux pas dire... Non, je rigole, c'est pas vrai. Si. Non, mais... Bah, non, taxi, mais du coup, si, ouais, d'accord. On fera pas taxi tout de suite. Allez. Non, la flemme. Allez, s'il te plaît. Bon, bah, on vous laisse. On vous dit à bientôt. À bientôt. Oh, vous l'avez bien fait. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang,
I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.